Vous êtes cité parfois dans des affaires de biens mal acquis, notamment des biens immobiliers, entre autres, qui ont été saisis en France. Que pensez-vous de ces enquêtes qui sont ouvertes en France pour la lutte contre la corruption? Oh. Comment dire ça? Grosso modo, c'est la diffamation. C'est la diffamation. Je vais vous expliquer tout ça. C'est la diffamation et c'est quelque part une atteinte à la souveraineté de notre pays. Vous trouvez que c'est de l'ingérence politique? Politique, je n'en sais pas, peut-être. Et peut-être que c'est le cas. On ne peut pas qualifier de quelque chose de mal acquis si vous n'avez pas établi les données du problème. Je crois que nous sommes raisonnables là. Et pour quel but alors il ferait ça? J'ai dit c'est la diffamation, mais même atteinte à la souveraineté de notre pays. Qu'est-ce que vous faites donc du coup, vous, de votre côté, pour contrecarrer ou prouver le contraire On ne peut prouver le contraire que s'il y a une commission rogatoire qui vient ici. Mais vous parlez aux Congolais, vous parlez à ces jeunes justement qui croient en ces... Non. Nous, l'enquête de Libération ce jeudi sur le détournement présumé de la manne pétrolière du Congo-Brazzaville, l'un des pays hélènes les plus pauvres du monde. Des centaines de milliers d'euros, de millions d'euros évaporés dans ce qui s'apparente au pillage de tout un pays où le revenu moyen par habitant n'atteint pas 5 euros par jour. Le premier volet de cette enquête, intitulé « Le président, l'intermédiaire et les millions envolés », raconte comment l'arrestation de cet homme d'affaires, Lucien Ebata, un proche du président Denis Sassou Nguesso, mis en examen en France en 2021 pour blanchiment et corruption active, comment son arrestation a permis la mise au jour d'un puissant système financier occulte au profit du clan du président Denis Sassou Nguesso, arrivé au pouvoir pour la première fois, on le rappelle, en 1979, une affaire qui a commencé en janvier 2012 à l'aéroport de Roissy où Lucien Ebata s'était fait arrêter en possession de sommes stupéfiantes en liquide, 182 000 euros et 40 000 $ en espèces non déclarées, au cœur de ce système de détournement présumé. Une société, la société de Lucien Ebata, la société Orion, du nom de la constellation symbolisant la force dans la mythologie grecque. Une entreprise moins poétiquement immatriculée aux Seychelles avec l'aide du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, un nom qui vous dit sans doute quelque chose puisqu'il s'agit de la société qui s'est retrouvée au cœur du scandale d'évasion fiscale des Panama Papers. S'agissant d'Orion, donc, Libé affirme que cette société a alimenté des dépenses somptuaires, des dizaines de milliers d'euros de cadeaux achetés dans des boutiques de luxe sur les Champs-Élysées, jusqu'à des mouvements de cash pouvant atteindre des millions d'euros à Paris et à Monaco. Libération évoque une affaire qui résonne avec celle des biens mal acquis, dans laquelle, on s'en souvient, des membres du clan de Denis Sassou Nguesso sont soupçonnés de s'être constitués des patrimoines illicites en France grâce à des détournements de fonds publics. Actualité. Bien mal acquis, les effarantes dépenses des Sassou Nguesso. L'instruction menée par les juges Roger Leloir et René Grouma dans le dossier des biens mal acquis n'en finit plus de révéler la folie des grandeurs des familles Bongo Obiang Sassou Nguesso. Le train de vie mené à Paris par Théodore Obiangema, le fils du président de la Guinée équatoriale, est désormais bien connu. Ces derniers mois, les magistrats ont concentré leur instruction sur le clan Sassou. Les enquêteurs de la brigade financière commencent à dresser un bilan impressionnant. D'après une première synthèse rédigée il y a quelques mois, les policiers estiment que ces 7 dernières années, la famille Sassou Nguesso aurait dépensé au moins 60 millions d'euros d'argent public congolais dans les boutiques de luxe parisiennes. L'inventaire de ces dépenses est stupéfiant. 250 000 euros de chemises monogrammées, DSN, pour Denis Sassou Nguesso, tandis que des centaines de milliers d'euros ont été dépensés en costumes, montres, boutons de manchette, sans oublier la maroquinerie, le mobilier de luxe et les voitures. À chaque demande de réquisition judiciaire envoyée dans une enseigne de grand luxe, les policiers ont découvert le nom Sassou dans le fichier client. Bien mal acquis, quand le clan Sassou Nguesso dépense sans compter. Les premières convocations dans le bureau des magistrats devraient le phénomène dans notre pays. D'aucuns disent que c'est la faute
les services de sécurité intérieure. Mais la sécurité des quartiers dépend de vous, c'est pas de quelqu'un d'autre. Vous êtes les premiers chefs. Nous constatons au niveau du ministère que les chefs de quartier n'exercent plus leur pouvoir. Les chefs de quartier sont démissionnaires. Pour éradiquer Sphérique, l'amélioration des voies d'accès dans les quartiers et la mise en place d'une politique de lutte contre la vente des stupéfiants. La décision que nous avons prise, c'est de régler définitivement ce problème d'insécurité. Sans vous, la force publique ou les services de sécurité ne pourront pas éradiquer cette insécurité. Le gouvernement de notre pays vous a placé comme des premiers chefs. Il nous faut travailler, les chefs de quartier. Le gouvernement compte beaucoup sur vous. Messieurs les chefs de quartier ou de village, nous vous demandons d'arrêter toutes vos activités de soutien au système, de dénoncer les pseudo-troubles à l'ordre public. Nous savons ce que renferme cette expression qui aboutit à des milliers d'assassinats d'innocents, d'arrêter toute manipulation du processus électoral qui permet de maintenir une dictature féroce qui fait des centaines de milliers de morts, 400 000 selon M. Éric Dénessé. Qui était M. Éric Dénessé? Éric Dénessé, docteur en sciences politiques de l'université Panthéon-Assas, 1988, habilité à diriger des recherches en 2011, avait été d'abord officier du renseignement, analyste pour la Marine nationale puis le SGDN, devenu SGDSN aujourd'hui. Sa vocation l'a ensuite conduit dans le privé, Matra Défense, NAFCO, puis à la création du cabinet Argos, et enfin au groupe Géos, où il approfondit son expertise en intelligence économique. Ces affirmations ne sont donc pas de simples paroles jetées en l'air. Pas lieu. On ne parle pas de ça. Il y a un autre point que je voudrais évoquer, c'est que nous avons eu dans les années 90, dans une ancienne colonie française, le Congo, une guerre civile qui a fait 400 000 morts sur 4 millions d'habitants, c'est-à-dire 10% de la population. On n'en parle pas non plus. Dans ce décompte macabre, messieurs les chefs de quartier, vous jouez un rôle prépondérant. Vous êtes-vous placé dans la position des parents dont le fils a été assassiné sur simple dénonciation de votre part sans procédure judiciaire? Le savez-vous, il y a des parents qui pleurent leurs enfants injustement exécutés et qui réclament une justice qui ne vient pas? Vous êtes-vous mis à leur place? Que allez-vous dire à cette mère qui vient de perdre son garçon sur votre dénonciation alors qu'il était innocent? Seul, un tribunal peut qualifier des faits criminels sans flagrance. Sur simple dénonciation, on ne peut tuer quelqu'un sans jugement. Nous vous tenons pour responsables. Ce sont des crimes contre l'humanité et ils sont imprescriptibles. Avez-vous la conscience tranquille devant ces détresses, ces assassinats? La dictature vous a donné un rôle de policier alors que vous n'en avez pas la formation. Ce n'est pas votre rôle quoi que vous en dise la dictature. Vous êtes chef de quartier ou de village, surtout des pères de famille. Vous ne tuez pas votre enfant quand il commet des erreurs, des fautes, même des crimes. Vous cherchez à le remettre sur le bon chemin, mais vous ne l'exécutez pas. En tant qu'humain, pourquoi acceptez-vous de voir ces corps baignés dans la mare de leur sang en pleine rue, des images que même les réseaux sociaux censurent à cause de leur violence, mais exposées devant les enfants au Congo? Monsieur le chef de quartier ou de village, vous êtes coupable d'obéir à des ordres criminels. Messieurs les chefs de quartier ou de village, vous avez encore la possibilité de désobéir à des ordres criminels d'un gouvernement illégal, arrivé par un coup d'État qui a détruit tous les espoirs portés par la Conférence nationale souveraine et brisé le processus démocratique naissant. Messieurs les chefs de quartier ou de village, vous agissez en âme et conscience, parce que vous connaissez la réalité des ordres qui vous sont donnés. Vous agissez comme des Judas pour quelques milliers de francs vous envoyez à la mort ou en prison des dizaines de citoyens. Messieurs les chefs de quartier ou de village, vous savez très bien que ce quadrillage des quartiers ou des villages a un seul objectif, atomiser les populations et semer la peur. Machiavel ne disait-il pas que la peur est la forteresse des rois? Vous êtes un maillon capital de ce système répressif. Messieurs les chefs de quartier ou de village, l'argent maculé de sang que vous touchez sera le poison qui vous perdra et vous tuera, vous et vos proches. Le plaisir du moment deviendra l'enfer de demain. Vous le savez. Des comptes seront demandés. Messieurs les chefs de quartier et de village, vous êtes le pilier du système le plus criminel en Afrique qui a détruit des districts entiers, 6 sur 13, dans le Pool. Vous avez accompagné la DGSP dans ses expéditions criminelles, pendant que vous protégez les vrais criminels qui vous pondent ces ordres criminels. Messieurs les chefs de quartier,
Savez-vous que toutes les tâches qui vous sont confiées, celles relatives à la qualification de troubles à l'ordre public, relèvent de la police, pas de simples citoyens? Vous êtes les auxiliaires du gouvernement, donc complices des crimes humains imprescriptibles. Messieurs les chefs de quartier ou de village, désobéissez. La désobéissance civile est le refus volontaire et ostensible d'appliquer un texte réglementaire. C'est une forme d'action qui répond à une définition très précise. Refuser, de façon non violente, collective et publique, de remplir une obligation légale ou réglementaire au motif qu'elle viole un principe supérieur, afin de se faire sanctionner pour que la légitimité de cette obligation soit appréciée à l'occasion d'un appel en justice. Toute forme de non-respect de la loi ne relève pas de la désobéissance. Pourquoi désobéir? Loin de marquer un rejet du politique, les refus d'obéir à une loi inique en appellent à une extension des droits et des libertés qu'une démocratie devrait assurer à ses citoyens. Je peux justifier la désobéissance civile, puis, d'une autre façon, les mouvements d'occupation, comme non seulement une défense de la démocratie et de son principe, mais aussi comme expression et mise en œuvre immanente de la démocratie. Selon le dernier classement de l'Organisation économiste Intelligence Unie, EIU, sur la quête démocratique, le Congo figure toujours, comme les années précédentes, parmi les pays à régime autoritaire. Cette enquête évalue l'indice de démocratie selon 5 critères. Le processus électoral et le pluralisme, les libertés civiles, le fonctionnement du gouvernement, la participation politique et enfin, la culture démocratique. La République du Congo se retrouve 32e sur 50 pays africains pris en compte et 128e mondial sur 165 États indépendants et 2 territoires étudiés. Dans un régime démocratique, ce qui n'est pas le cas du Congo, les libertés de vote, d'expression, de manifestation, de grève, de conscience et d'association sont apparemment garanties. Des mécanismes de dialogue social ont été institués dans le travail parlementaire, le paritarisme ou les négociations collectives. Et la défense des droits fondamentaux est une réalité juridique. Dans ces conditions, on ne voit plus pourquoi l'expression d'un mécontentement devrait prendre les allures de la désobéissance, et on peut même s'inquiéter d'un geste qui remet en cause le principe même de la démocratie, à savoir le fait que la minorité s'engage à accepter la légitimité de ce qu'une majorité décide, en attendant une éventuelle alternance. La désobéissance s'impose quand on a épuisé l'expression du désaccord par les moyens politiques classiques, qui respectent les règles du dialogue. Elle est une mise en cause d'un pouvoir devenu sourd à la contestation. La désobéissance civile représente bien plus qu'une simple contestation des lois injustes. Elle constitue un moyen privilégié de préserver et de revitaliser l'espace public démocratique. Loin d'être un acte destructeur, c'est un geste créateur qui ouvre de nouveaux espaces de liberté. Cette forme de résistance pacifique se distingue nettement de la rébellion violente. Elle suppose une prise de responsabilité éthique majeure. Celui qui désobéit le fait au nom de principes supérieurs, accepte les conséquences de ses actes et cherche à éveiller les consciences plutôt qu'à détruire l'ordre social. J'insiste sur le caractère profondément politique de cette démarche. La désobéissance civile permet aux citoyens de rappeler aux gouvernants qu'ils restent comptables devant le peuple et que l'autorité politique ne peut jamais s'exercer de manière absolue. Elle incarne cette capacité d'agir ensemble qui définit l'essence même de la politique. Dans un pays confronté aux dérives autoritaires et aux injustices persistantes, cette analyse conserve toute sa pertinence. Elle nous invite à repenser la citoyenneté non comme une simple obéissance passive aux lois, mais comme un engagement actif dans la construction d'un monde plus juste, où chaque voix peut se faire entendre et où l'action collective reste possible. Il convient de rappeler que l'action constitue la plus haute des activités humaines, celle qui révèle véritablement notre humanité en nous permettant de nous manifester dans l'espace public. Dans ce contexte, la désobéissance civile apparaît comme un mode d'action privilégié pour maintenir vivante la dimension politique de l'existence humaine. Elle permet aux citoyens de briser l'isolement dans lequel les régimes totalitaires cherchent à les enfermer et de reconstituer des liens politiques authentiques. Contrairement à la simple obéissance passive, elle suppose un engagement personnel dans les affaires communes et une prise de position publique sur des questions de justice. Alors que le délinquant agit dans son seul intérêt et que l'objecteur de conscience se contente de préserver sa pureté morale, celui qui pratique la désobéissance civile agit au nom d'un bien commun et cherche à transformer l'espace public. La nature politique de la désobéissance civile. Cette pratique ne se limite pas à une simple protestation contre des lois injustes. Elle constitue un mode d'être ensemble qui actualise la liberté politique et révèle la pluralité humaine.
Cette dimension politique s'exprime d'abord dans le caractère collectif de l'action. La désobéissance civile authentique suppose toujours un « agir de concert » qui dépasse les motivations purement individuelles. Elle crée des liens entre des personnes qui, sans cela, resteraient isolées dans leur mécontentement privé. Par cette capacité à rassembler et à mobiliser, elle génère un pouvoir, non pas une force de domination, mais une capacité collective d'agir. Cette conception du pouvoir comme résultant de l'action concertée éclaire la spécificité de la désobéissance civile. Contrairement à la violence, qui détruit les relations humaines, elle les régénère en créant de nouveaux espaces de dialogue et de débat. Elle ne cherche pas à anéantir l'adversaire mais à le convaincre, non pas à imposer une solution mais à ouvrir une discussion. L'aspect politique de la désobéissance civile se manifeste également dans sa capacité à révéler les contradictions du système existant. En choisissant publiquement de violer certaines lois, les désobéissants civils exposent au grand jour les injustices. Ils forcent leurs concitoyens à sortir de leur passivité et à prendre position, restaurant ainsi la conflictualité nécessaire à la vie démocratique. Cette responsabilité se manifeste d'abord dans l'acceptation des conséquences de l'acte de désobéissance. Le désobéissant civil assume pleinement les risques de son action et accepte d'en répondre devant la loi. Cette acceptation ne relève pas du masochisme, mais témoigne d'un respect fondamental pour l'existence d'un monde commun régi par des règles. Paradoxalement, c'est précisément cette acceptation de la punition qui distingue la désobéissance civile de la simple délinquance et qui lui confère sa légitimité morale. En se soumettant volontairement aux sanctions légales, le désobéissant civil démontre qu'il ne remet pas en cause le principe même de la loi, mais seulement certaines de ses applications jugées injustes. La désobéissance civile face au totalitarisme et à l'autoritarisme. Dans ce contexte, la désobéissance civile apparaît comme un moyen de résistance à la fois pratique et symbolique face aux dérives autoritaires. Cette résistance ne s'exprime pas seulement dans l'opposition directe aux mesures oppressives, mais dans la capacité à maintenir vivante la dimension politique de l'existence humaine. En refusant l'isolement et l'atomisation que cherche à imposer le régime totalitaire de Brazzaville, les actes de désobéissance civile reconstituent des liens sociaux et politiques authentiques. Dans ce régime pleinement totalitaire, où toute forme d'opposition publique devient impossible, la désobéissance civile peut se transformer en résistance clandestine ou en simple témoignage moral. Cette transformation ne diminue pas sa valeur éthique, mais modifie profondément sa nature politique. Cette analyse devrait éclairer les chefs de quartier ou de village de prendre leurs responsabilités et de désobéir aux lois ou décrets iniques du système et comprendre les enjeux politiques et sécuritaires auxquels les confronte le système dictatorial. Face à un gouvernement qui limite les libertés démocratiques, la désobéissance civile constitue un moyen de préserver et de revitaliser les pratiques démocratiques avant qu'il ne soit trop tard. Elle permet de maintenir une tradition de résistance pacifique et d'engagement citoyen qui pourra servir de ressource en cas d'aggravation de la situation politique. L'actualité de cette réflexion se vérifie dans le climat sécuritaire qui tue, en pleine rue hors cadre juridique, brûle des habitations en mettant des familles entières dehors sans ressources, en lançant des expéditions punitives dans le Pool et en utilisant le viol comme arme de guerre. Qu'il s'agisse de la résistance aux lois liberticides, de la protection des droits humains, ces mouvements actualisent la conception selon laquelle l'action collective peut préserver l'espace démocratique. Ces chefs de quartier ou de village devraient se rappeler du traitement subi par tous les collaborateurs un peu partout dans le monde à la chute du système dictatorial qu'ils soutiennent. France à la libération, Tunisie avec Ben Ali, Madagascar, etc. Nous n'attendrons pas la fin du régime pour vous, messieurs les chefs de quartier ou de village, réservez un traitement spécial. À l'heure des réseaux sociaux, nous les mettrons face à leurs actions criminelles. Eux et leurs proches sont moins bien protégés que Sassou qui trône au sommet de la pyramide dont nous savons qu'il est fort par le soutien que vous, messieurs les chefs de quartier ou de village, lui fournissez. Vous vivez au milieu des populations, vous êtes vulnérables, vous et vos proches. Pour l'instant, ceci est un simple avertissement avant de passer à une véritable campagne de dénonciation. Vous êtes des criminels, des collaborateurs zélés qui maintiennent ce système criminel à flot. D'engagement citoyen qui pourra servir de ressource en cas d'aggravation de la situation politique. L'actualité de cette réflexion se vérifie dans le climat sécuritaire qui tue, en pleine rue hors cadre juridique, brûle des habitations en mettant des familles entières dehors sans ressources, en lançant des expéditions punitives dans le Pool et en utilisant le viol comme arme de guerre. Qu'il s'agisse de la résistance aux lois liberticides,
de la protection des droits humains, ces mouvements actualisent la conception selon laquelle l'action collective peut préserver l'espace démocratique. Ces chefs de quartier ou de village devraient se rappeler du traitement subi par tous les collaborateurs un peu partout dans le monde à la chute du système dictatorial qu'ils soutiennent. France à la libération, Tunisie avec Ben Ali, Madagascar, etc. Nous n'attendrons pas la fin du régime pour vous, messieurs les chefs de quartier ou de village, réservez un traitement spécial. À l'heure des réseaux sociaux, nous les mettrons face à leurs actions criminelles. Eux et leurs proches sont moins bien protégés que Sassou qui trône au sommet de la pyramide dont nous savons qu'il est fort par le soutien que vous, messieurs les chefs de quartier ou de village, lui fournissez. Vous vivez au milieu des populations, vous êtes vulnérables, vous et vos proches. Pour l'instant, ceci est un simple avertissement avant de passer à une véritable campagne de dénonciation. Vous êtes des criminels, des collaborateurs zélés qui maintiennent ce système criminel à flot. Merci d'avoir suivi l'émission Point de vue. À bientôt.